tu m'aimes pas, c'est ton problème. Moi, j'avance. Je ne calcule pas, comme je dis dans mes interviews, je calcule personne, moi. Moi, mes parents d'adoption sont blancs. J'ai un beau-frère juif. J'ai des amis juifs. J'ai mes filles qui sont voilées. J'ai des Chinois dans ma famille. J'ai de tout dans ma famille. J'ai pas le temps de toutes ces conneries-là. Moi, je vais avancer avec des gens qui me ressemblent, des gens qui veulent qu'on avance ensemble. Mon objectif, quand je venais en France, ma maman dit réussir, gagne de l'argent pour nous sortir de la misère. Je devais réussir pour sauver ma famille, pour aider ma famille. C'est ce que j'ai fait. Je devais réussir pour dire merci à mes parents d'adoption. C'est ce que j'ai fait. Je devais réussir pour montrer à cette cousine qui m'a foutu à la porte qu'on ne fait pas ça à quelqu'un. Vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai pris l'avion avec Manuel Valls et j'ai dit, ne rentrez pas dans les histoires de banlieue et autres. Vous êtes mal conseillé. Faites très attention. Je lui ai dit, je le dis, je pense, quand M. Sarkozy avait dit le Karcher, vous vous souvenez, il était ministre de l'Intérieur. Le soir où ça commençait à péter, souvent les gens ne connaissent pas Patson, Patrice Mian, Kwasi. Vous connaissez Patson, artiste. Je me suis donné corps et âme aux banlieues. J'ai énormément aidé les banlieues. Et quand ça a pété dans les banlieues, la première personne, c'était le préfet qui était avec le ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy. Il m'a appelé le soir, il a dit, mon voyou, ça brûle, qu'est-ce qu'on peut faire pour les banlieues? L'artiste est dangereux. Vous êtes dangereux? On parle pas, on est dangereux parce que à tout moment, on peut déclencher un truc. Les gens nous aiment. Donc on est un modèle de la société, on est le baromètre de la société. Quand on dit dans le bouffon du roi, le roi avait peur de l'artiste. Parce que l'artiste dit un truc, ça part tout de suite. C'est ça un artiste. Sans plus attendre, je vous présente notre invité du jour. Il est d'origine ivoirienne, il a grandi, évolué, il s'est construit entre deux cultures, à la fois en France et la Côte d'Ivoire, mais également aussi les États-Unis et le Canada. Il a fait partie de la première génération du Jamel Comedy Club. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Kwasi Mian. Oui, exact. Patson. Allez, Bienvenue. Bienvenue à vous, bienvenue aux personnes qui vont nous suivre, qui vont nous écouter pendant un certain temps. En tout cas, merci, maître. Je vous en prie. Humoriste, certes, mais aussi philosophe. On en a parlé juste avant l'émission. Oui, mais la philosophie, tout le monde est philosophe. Tout le monde est philosophe. Parce que la philosophie, on trouve partout. Ouais. C'est la base du développement. Donc, pour moi, je pense que tout le monde peut philosopher. Je ne sais pas si ce mot on emploie encore. C'est à l'ancienne. Philosopher, j'adore. C'est le sens de philosopher. Voilà, philosopher, c'est pratiquer la philosophie. C'est ça. C'est tendre vers voilà. La sagesse. Voilà, la sagesse qui n'est pas, c'est pas par rapport à l'âge, mais la sagesse, c'est quelqu'un qui est posé, qui est respectueux, qui apprend, qui est pédagogue. C'est un sage. Qui écoute. Quand on écoute sagement, on dit j'écoute sagement. Donc la sagesse, c'est pas le nombre d'années sur Terre. Le nombre d'années sur Terre, ça donne de l'expérience dans la durée. Mais la sagesse, c'est vraiment le sens de communiquer, d'échanger. C'est la qualité de la vie, la sagesse. Capacité de s'imprégner du monde. Oui, voilà. On peut résumer la sagesse par la qualité de la vie. C'est celui qui donne la qualité. Belle manière de commencer cette émission ensemble, Patson. Alors, comme je disais en introduction, donc vous êtes né en Côte d'Ivoire et vous avez grandi aussi en France. Vous avez fait aussi, vous avez grandi et évolué aux États-Unis, au Canada. Non. J'ai grandi en France. Je vais régulièrement aux États-Unis et j'ai vécu au Canada, mais je m'imprègne des autres cultures. Et j'aime bien la culture anglo-saxonne, mais c'est vrai que j'ai passé tout mon temps en France. Et d'ailleurs, vous le disiez, enfin, on en parlait un peu avant l'émission, vous avez été élevé aussi par des parents d'adoption. Exact. Et est-ce que vous pouvez, première question de l'entretien, comment vous vous définissez en termes d'identité? Comment ça vous a construit le fait d'être un petit peu des deux côtés? Parce que vous avez grandi avec une famille d'adoption, comme je le disais. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté le métissage culturel, l'ouverture d'esprit, parce que il y a le plus gros métissage au monde, c'est blanc-noir. Blanc et noir. Donc, ça m'a beaucoup apporté dans ce sens, parce que c'est un modèle, on dit les blancs, l'Occident, parce qu'on qualifie toujours l'Occident de blanc et l'Afrique de noir.
Or, l'Afrique, il faut savoir aussi, il y a le Maghreb. Ouais. Même si après, il y a les Berbères, il y a d'autres. Tu dis, mais on est africain, mais souvent on dit oh, l'Afrique noire, l'Afrique blanche. Non. Donc, le plus gros métissage, c'est blanc-noir, pour moi. Et le fait que mes parents étaient blancs, ben, ils sont toujours, ils sont blancs et noirs. Le métissage culturel a fait qu'aujourd'hui, j'ai l'esprit ouvert. Moi, quand je parle de l'Afrique, quand je dis l'Afrique, elle est noire, je ne dis pas par rapport aux personnes, je dis elle est noire par rapport à l'identité, l'éducation et la culture. Ouais. Mais parce que si on me dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, le Maghreb fait partie de l'Afrique, que ça soit noir ou pas. La première personne sur la Terre, on m'a dit, c'est une personne de noire, et puis après, la couleur est arrivée. Si je suis les scientifiques, pour moi, l'Afrique, le monde a démarré noir. Le berceau de l'humanité. Oui, puisqu'on dit que notre première, la mère Lucie, c'est la première femme. Donc pour moi, avec le nez, les pharaons, la définition qu'on donne, on est parti de là. Après, chacun décline comme il veut. Je ne dis pas que les Arabes sont noirs, mais quand on prend les Sahraouis, on prend les morts, on voit bien. Oui, bien sûr. Et tout. Donc pour moi, le métissage culturel, le fait d'avoir eu des parents ou d'avoir des parents blancs, ça m'a ouvert l'esprit. Comment ça se fait d'ailleurs? Donc vous arrivez, vous êtes en région parisienne, et ensuite ça se passe pas trop comme il faut Ça se passe dans pas vos jeunes bien, années. ça se passe pas bien du tout. Et après, je me retrouve dans la rue, au service des amis. J'allais Stéphane Cambeau, qui est un ami, j'allais chez lui, ses parents me donnaient à manger, la famille Hutel à hier, qui me donnait à manger, Stéphanie Moreau, qui était dans ma classe, ses parents me donnaient des petits trucs à manger, je dormais à gauche, à droite, aujourd'hui tu dors là, le lendemain tu dors chez un autre pote, ainsi de suite, les parents acceptent, tu ne peux pas rester 1 mois ou 2 mois, parce que voilà, et donc tu es un sans-abri, tu te retrouves dans la rue, tu dors dans les bois, je dormais dans les bois. Pourquoi? Pour cacher. Ben, tu n'as pas de parents, tu fais comment? À l'époque c'était plus facile, aujourd'hui avec les risques, les dangers, je ne sais pas si ça voilà, après tu vas voir l'assistance sociale, parce qu'aujourd'hui peut-être l'assistance sociale, ceux que j'allais voir, ils doivent se dire, ah c'était cet enfant-là. Mais bon, le passé, on ne refait pas le passé. Le temps passé ne revient plus. Donc elles n'ont pas pris au sérieux ma demande en disant que je suis en danger, parce que malheureusement la loi elle est faite ainsi. Lorsqu'on sollicite l'assistance sociale, il y a l'enquête qui est ouverte avant qu'on déclenche un dossier de protection. Et l'enquête veut dire que la personne qui m'a mise au dehors, qui m'a fait venir en France, qui est en l'occurrence cette cousine, quand on lui posait la question, elle disait c'est moi qui montais. Parce que si elle disait vraiment elle m'a foutu à la porte, parce que, et puis étant mineur, étant gamin, tu ne peux pas mettre quelqu'un à la porte comme ça, elle risquait des amendes ou même voire aller en prison. Donc du coup, elle disait que c'était moi qui montais. Et à un moment, tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois la demande devant l'assistance sociale et on te désavoue, tu n'as plus envie d'aller et tu te débrouilles comme tu peux. Et ensuite, voilà mon histoire. Et ensuite, on vous attribue une famille d'adoption. Personne ne m'attribue. Personne ne m'attribue. En fin de compte, les gens, quand tu dis, ils disent, mais comment ça peut exister? Ça existe encore. Il n'y a pas que moi. C'est que moi, en flânant, et j'allais à l'école, malgré ça, le directeur de l'école du collège Bellevue avait décidé avec les autres profs qu'il est intelligent, mais il dort, il est fatigué, il ne mange pas à sa faim, il y a un problème. Donc du coup, ma prof d'anglais, en cinquième, a senti que j'étais en danger, a voulu s'occuper de moi. Donc elle m'a récupéré. Moi, j'étais à la rue comme un petit chat. Donc je me rappelle des moments, des zones pavillonnaires hier, des moments où je me faisais des 4 quarts, les gâteaux 4 quarts, et je mangeais, faisais des côtelettes, me donnait. Voilà, je m'alimentais comme ça, je nettoyais dans le jardin. C'était de la débrouille, quoi. Voilà, en compensation, je nettoyais, je ramassais les feuilles dans le jardin. C'est pour ça que j'aime bien jardiner, je bricolais, je faisais la peinture des palissades et autres, ça me faisait un petit billet. Et ma prof d'anglais m'a dit, écoute, je sais que tu es en difficulté, je vais te placer dans une famille d'accueil. Elle m'a récupéré, elle m'a placé dans une famille, donc j'ai 2 familles. C'est pas l'adoption au tribunal, parce que ça met du temps et tout ça, mais eux, c'est vraiment de l'aide qu'ils m'ont apporté. Et au fur et à mesure des années, c'est passé un peu comme une adoption officielle. J'étais devenu leur fils. J'étais devenu leur fils parce que ma première famille, ma prof d'anglais, elle avait un fils et une fille. Je suis devenu leur frère.
Et ils m'ont placé dans une famille où il y avait 3 garçons. Je suis le 4e garçon. Donc, du coup, j'étais traité au même niveau que leurs propres enfants. Donc, jusqu'à aujourd'hui, 30, 40 ans plus tard, ce sont même mes familles. Mes enfants les appellent papi, mamie. Il n'y a pas de différence entre leurs enfants et moi. Donc, pour moi, dans mon malheur, j'ai une chance. C'est marrant parce que vous êtes l'exemple un petit peu, même le contre-exemple d'une société dont on nous dit de plus en plus fragmentée, quand on écoute un peu la politique ou même les faits divers ou l'idéologie ambiante nous dit les gens sont de plus en plus repliés sur eux, sur leur communauté, sur leurs origines, alors que vous êtes l'exemple d'un homme complet, ouvert, complexe. Ben, le monde n'est pas fermé. Mais en France, vous sentez qu'il y a quand même des tensions, des... Les tensions, c'est parce que des gens veulent communiquer, des médias veulent communiquer, mais vous partez à même vous restez à Paris, à Montmartre, il y a des gens agréables qui vivent. Ceux qui sont négatifs, ils ne sont pas beaucoup. Mais ils font beaucoup de ils bruit. sont plus médiatisés. Oui. Donc on les voit. Mais sinon, des gens agréables, vous en avez partout. Ma prof d'anglais, la mère qui m'a récupéré, je pense que ces personnes-là, ce qu'ils ont fait pour moi, d'autres le font aussi pour d'autres personnes. C'est peut-être une autre époque aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, ça évolue. Aujourd'hui, il y a des gens bien aussi. Aujourd'hui, il y a des gens bien, des gens agréables, des gens qui sont bénévoles d'associations, les Restos du Cœur ou d'autres associations qui se donnent le corps et âme. Vous allez à l'hôpital, souvent, vous tombez sur des infirmières, des sages-femmes, des médecins qui sont à votre écoute, qui sont là. Des gens agréables, il y en a beaucoup. Moi, le négatif, comme je dis toujours, je ne le connais pas, le négatif. Donc, pour moi... Il y a du négatif aussi. Oui, il y en a. Et heureusement, quand vous prenez la composition chimique du matériel, il y a des atomes, des électrons, avec des charges positives et négatives, ça existe partout. Mais pour moi, le négatif me rabaisse, ne me fait pas avancer. Moi, le négatif, je l'utilise comme socle pour pouvoir avancer. Et si je vous dis par exemple qu'il y a des partis aujourd'hui qui font leur discours politique, ils le fondent sur de la division et qui font des voix. C'est commercial. Qui font des voix. Je prends par exemple d'un ancien journaliste comme Zemmour qui monte un parti qui fait 7% avec un discours raciste. C'est commercial, c'est pour avancer. Mais ça a un effet sur la société. Parce que la société, ce que ces genres de choses ont effet sur eux, c'est qu'ils l'ont accepté. Moi, je fais abstraction de tout ça. D'ailleurs, vous êtes même critique sur le discours qui consisterait à dire cette société est raciste, elle nous empêche d'accéder pour certaines parties de la population. Je prends par exemple de certaines populations de banlieue, d'origine africaine, qui auraient tendance à dire on est dans une société qui nous empêche quelque part. Moi, la société m'empêche de rien du tout. Voilà, donc vous avez une ascension... Je suis positif. Tu m'aimes pas, c'est ton problème. Moi, j'avance. Je ne calcule pas, comme je dis dans mes interviews, je ne calcule personne, moi. Moi, mes parents d'adoption sont blancs. J'ai un beau-frère juif. J'ai des amis juifs. J'ai mes filles qui sont voilées. J'ai des Chinois dans ma famille. J'ai de tout dans ma famille. Donc, je m'en fous du côté commercial. Des gens font ça pour exister. Donc, je ne calcule pas. Je n'ai pas le temps de toutes ces conneries-là. Moi, je vais avancer avec les gens qui me ressemblent, les gens qui veulent qu'on avance ensemble. Le reste, ce n'est pas mon truc. La politique, je ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas. Et justement, dans votre parcours, vous êtes un exemple de succès et vous arrivez au stand-up et vous faites partie de la première génération du Jamel Comedy Club. Pardon. Comment vous arrivez à cette étape de votre vie? Comment vous arrivez au point de vous dire je vais faire de la scène, je veux faire de l'humour? Au départ, je ne voulais pas faire de la scène, moi. Déjà tout petit, souvent quand les gens réussissent, ils disent oui, quand j'étais enfant, on me disait ça. Parce qu'ils ont réussi. Moi, si je le dis, c'est pas parce que aujourd'hui je suis là. Ma grand-mère, qui m'a élevé avant que je vienne en France, et un imam qui s'appelle, on le disait Al-Mami. Et chez nous, on disait Al-Mami. Tous les adultes disaient, cet enfant-là, il a un truc. Je ne fréquentais que des gens plus âgés que moi. J'étais toujours assis à côté des gens plus âgés que moi pour écouter ce qu'ils disaient. Donc, on disait que à sa naissance, peut-être Dieu lui a mis une goutte sur la langue. C'est-à-dire, j'avais la langue fertile et j'arrivais à convaincre facilement. Et je plaisais. Quand les gens me voyaient, ils étaient fascinés. Donc, ce petit truc, je l'ai développé. Je suis arrivé en France, j'ai fait des études
Et à un moment, j'ai eu des diplômes. Mes parents d'adoption m'ont poussé à faire des études. J'ai fait technique, j'ai fait un bac F1, donc électronique, chimie, mécanique appliquée. J'ai fait tout le parcours, stage Renault Sport, mise au point moteur, expert en automobile. Mais j'étais tellement diplômé que je ne trouvais pas un poste. Et à l'époque, oui, ben bon, j'ai vécu le racisme professionnel, hein. Même mes Vous parents l'avez d'adoption, vécu, vous l'avez oui, vécu. mais je l'ai vécu parce qu'une personne lambda qui décidait de me prendre à tel poste n'a pas voulu. Ça ne veut pas dire que c'est toute la Bien société sûr. qui était comme ça. Mais à un moment, quand une ou deux fois, mes parents d'adoption qui sont blancs, qui l'ont senti, ils ont dit, écoute, dans ce cas, débrouille-toi, fais ce qui te plaît, et puis voilà. Et moi, je me suis retrouvé à la PJJ, Protection Jeunesse Judiciaire, en tant qu'éducateur. Je suis autodidacte. Parce que là-bas, il faut faire l'école d'éducateur spécialisé. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais par la force des choses, mon envie de réussir et que j'avais faim, j'avais besoin d'argent. Et cette volonté a fait que le ministère de la Justice m'a pris. Et comme je suis quelqu'un, je suis pragmatique, je n'ai pas fait l'école, mais je formais à BUC, l'école des éducs SP. J'étais devenu une référence là-bas. Envoyé spécial, je m'occupais des gamins avec une fermeté, je les accompagnais, je m'occupais des jeunes détenus, j'étais éducateur des manouches, personne ne voulait faire ce métier, mais j'étais auprès des manouches, je les aidais pour faire le contrôle judiciaire, qu'on appelle ça obligation de soins, obligation d'aller à l'école. Donc l'ordonnance de placement 45, je l'ai appris sur le tas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on échangeait hors antenne, je parlais de sociologie et philosophie parce que je suis passionné d'apprendre. Donc je suis autodidacte quelque part. Et quand j'ai fait ça, je me suis retrouvé et j'utilisais l'humour pour convaincre les jeunes dans les foyers CPI, centre de placement immédiat. J'avais des ateliers où on rigolait parce que beaucoup de jeunes aussi avaient des soucis parce qu'ils ont été violés, parce qu'ils ont eu des enfants maltraités. C'était des enfants maltraités parce que l'ordonnance de placement, il y a des jeunes qui causent des problèmes et il y a des jeunes qui subissent des problèmes. Donc moi, pour détendre l'atmosphère, je faisais des ateliers, je les faisais rire, on faisait de la cuisine. Et puis, un moment dans ma vie, quand je ne pouvais pas payer le train, je faisais rire tout le wagon pour ne pas que le contrôleur me demande mon ticket. C'est pas vrai. C'était mon astuce à Évry, le RED. Donc le matin, c'est devenu un rendez-vous. Tout le monde venait vers moi. Vous avez fraudé alors. J'ai fait plus que frauder. Donc je faisais rire le train, mais j'ai payé ma dette puisque je faisais rire les gens. Et j'ai été l'un des premiers, peut-être même, à raconter des blagues dans le train. Et donc les gens, par sympathie, et puis un jour, il y a une dame qui détecte en moi, dit, vous avez un truc, vous savez quoi? Allez-y à l'école d'humour. Je ne savais même pas que ça existait. Et puis, je suis allé comme ça, prendre des formations, machin. Ma première pub, c'était à Publicis, sur les champs. Je suis arrivé, j'ai torché le truc. La dame dit, waouh, il a un truc. Une fois, ils font un barbecue, Publicis, les patrons, ils font un barbecue, je viens. Je suis le seul noir dedans. Ils ne savent pas faire de barbecue, ils ont tellement de pognon et tout, ça pas. Et je me mets au fourneau, je fais les baguettes, et puis je crée 5 francs, 10 francs, je fais le show. Ouais. Et ils ont aimé, et puis ils m'ont poussé à aller vers là, école de théâtre, spectacle enchaîné, comme Street Show, avec les Jamel Comedy Club et tout, on a créé tout ça, et puis c'est monté d'un coup. Mais moi, mon but, c'était vraiment être... c'est la technologie, je bricole encore, les voitures, les avions, tout ce qui est mécanique. D'accord. Donc l'humour, c'était un supplément, plaisir. c'était un plaisir, c'était un un plaisir. loisir. C'est un loisir pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se ressent sur scène. Moi, je m'amuse. Pour moi, je ne considère pas que c'est un métier. Contrairement à ceux qui font vraiment, ils sont dedans. Non. Oui. Moi, c'est un plaisir. C'est pour ça que quand je suis sur scène, je prends du plaisir à donner du plaisir aux gens. Moi, je ne considère pas que c'est un métier. Mais alors justement, on en parlait avant, c'est une formation aussi, c'est une rigueur, c'est du travail, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Oui, non. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'humoristes qui improvisent. Les séquences qu'on trouve, c'est souvent de l'impro. L'improvisation, souvent on fait l'amalgame, on dit l'improvisation. Un comédien qui improvise, c'est un comédien qui est très fort. Il ne faut pas dire improvisation. L'improvisation, c'est un travail de recherche avant. Aujourd'hui, tout le monde utilise le mot impro. C'est pas de l'impro. Il donne un sujet et tout de suite, le mec, il joue, il dit j'ai fait de l'impro. C'est de la souplesse d'esprit. Voilà. C'est juste à l'instant T, on te donne un sujet et tu dis. Tu donnes une histoire. Mais avant de donner une histoire, pour être un bon improvisateur, c'est que tu es un bon comédien d'avant. Aujourd'hui, quand on parle d'improvisation, on pense que c'est un amateur. Non. Parce que pour avoir l'esprit fertile, on te donne un sujet, tu écris une histoire. C'est un scénariste. C'est un réalisateur. C'est tout dans la tête.
Donc, quand on dit, ah, mais tu improvises tout le temps, ça devient négatif. Or, de l'improvisation, c'est du positif. C'est que le mec, il en a dans la tête. Mhm. Moi, quand j'étais gamin, je faisais une connerie, la police arrivait, mes potes au quartier disaient, allez, le cerveau, sonne-nous un truc pour nous sortir de là. J'ai inventé une histoire, mais j'étais sérieux sur mon histoire. Ouais. J'arrivais à convaincre. Vous avez fait des grosses conneries? J'en ai fait. Voilà. Vous savez, quand vous avez vécu en banlieue, vous en faites, et puis moi, j'ai vécu sans parents. Mais des conneries mesurées, et puis à un moment, on prend conscience, et on se dit, il faut que j'arrête. Mais je n'ai pas dépassé la ligne rouge, parce que mon objectif, quand je venais en France, ma maman dit, réussis, gagne de l'argent pour nous sortir de la misère. Mhm. Donc, quand vous avez ça comme objectif, vous pouvez, mais vous ne passez pas la ligne rouge. Et la ligne rouge, pour moi, c'est de se retrouver de l'autre côté. C'est-à-dire? La prison. De se retrouver. Il y a des gens qui se retrouvent en prison, ils n'ont pas le choix. Mhm. Je condamne personne et je juge personne. Mais moi, je m'étais mis des barrières dans mon éducation de ne pas dépasser une ligne rouge, de ne pas boire, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Je me mets toujours des barrières et je tiens. Je devais réussir pour sauver ma famille, pour aider ma famille. C'est ce que j'ai fait. Mhm. C'est ma première barrière. Je devais réussir pour dire merci à mes parents d'adoption. C'est ce que j'ai fait. Je devais réussir pour montrer à cette cousine qui m'a foutu à la porte qu'on ne fait pas ça à quelqu'un. Mhm. C'est ce que j'ai fait. Ça a été quoi l'élément déclencheur de se dire il faut que j'arrête les conneries? J'en faisais pas la mode, j'en faisais pas solidarité. Moi, mes conneries, c'était plus les bagarres. Mhm. À l'ancienne. C'était les bagarres. Mhm. Et j'aimais défendre les autres. Tout petit, je défendais ma grande sœur. Ici, je défendais à l'école, j'étais le délégué de toute l'école parce que j'avais une grande gueule et je parlais bien. Donc tout le monde dit, ah mais non, c'est lui. Le délégué de classe, c'est lui. Machin, c'est lui. Jusqu'à aujourd'hui, je suis contre l'injustice. Donc on me mettait là pour défendre les autres. Et ça m'a toujours porté aussi préjudice parce que quand tu as la grande gueule et que tu défends les autres, souvent c'est toi montre du doigt. Mhm. Mais je dis ce que je pense. Parce que ma liberté, on ne l'achète pas. On est dans Mon une indépendance, on ne me la donne pas. on est dans une Je société de plus en plus injuste. Mais quand je prends Mbappé, il est capitaine de l'équipe de France. Tout le monde tombe dessus, mais il défend les autres. Et ce gamin, quand je dis gamin, il n'a que 27 ans. C'est lui qui prend. Il est leader. Il parle bien. Il sait parler. Il est intelligent. Il va toujours prendre. Celui qui ne fait rien ne prend jamais. Mais quand tu défends les autres, Ouais. c'est toi qui tu prends tout. Et quand j'étais dans le Jamel Comedy Club, je disais ce que je pensais. Ouais. Moi, ma liberté de penser, comme dit Florent Pagny, c'est ça? La chanson Ouais. La liberté de penser, tu peux pas me l'acheter. Justement, aujourd'hui, les humoristes ont toujours autant de liberté de pouvoir penser, de pouvoir critiquer, mettre le doigt sur ce qui fait mal. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. La Ouais. liberté de penser est unique. C'est Bah, pour ça qu'on dit la pensée est après, unique. les limites bougent. Après, chacun voit ses avantages. Ouais. Il y a des gens qui disent non, je ne veux pas parler comme ça, je suis tranquille. Ah oui. Il y a des gens qui disent que oui, si je dis, je vais voir ça. Quelquefois, il y a des débats, ils disent, si tu parles de ça, tu sais, ils vont te faire Vous avez une collègue du Jamel Comedy Club, une ancienne collègue. Je ne sais pas si vous étiez de la même génération, mais Blanche Gardin. Vous l'avez connue, Blanche Gardin? Je connais bien que Blanche, je l'ai vu démarrer. On a bossé ensemble. On a vécu des moments ensemble, des moments difficiles. Mhm. Je la connais très, très, très bien. On a eu des échanges, beaucoup de choses. J'ai partagé des bons moments avec tous les Jamel Comedy Club. Fabrice, Thomas, ce sont mes frères. C'est Ouais. Claudia. Leur réussite, c'est un plaisir pour moi de les voir. Mhm. Mais aujourd'hui, Blanche Gardin, pour le coup, elle est un petit peu mise de côté par le milieu, on dit, de l'humour, où elle a plus accès à une scène, elle a plus la même liberté d'action, elle a plus les espaces nécessaires pour faire son métier. Et ça, parce qu'elle a, d'une certaine manière, elle a critiqué, elle a fait la caricature d'un sujet qui est Gaza, qui est ce qui se passe en Palestine, entre Israël et Palestiniens. Elle a fait cette critique et qui n'est pas passée, peut-être chez certaines personnes, et donc qui ont décidé de... Après, moi, comme je dis, Oui. moi, je dis ce que je pense. Après, moi, je ne m'intéresse pas. Je fais des actions dans les orphelinats. Chaque fois quand je joue au théâtre, je rends hommage, j'ai une pensée pour les pays, des gens qui sont sur cette terre qui souffrent. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai des amis juifs.
Dans le 19e, j'habitais, je faisais ma mitzvah, ils m'invitent, ils m'aiment, c'est mon public. J'ai des amis qui vivent en Israël, j'ai des amis qui sont palestiniens. Moi, la Palestine, mes parents, quand j'étais gamin en Afrique, on parlait de Palestine, Bethléem, parce que ma maman est catholique, à Noël. J'ai été baissé dans ça. Quand je finis mon spectacle, je rends hommage à la Palestine, je rends hommage à Israël, parce qu'il y a des gens en Israël qui veulent la paix avec leurs frères palestiniens. Bien sûr. Moi, je ne fais pas de politique. Je ne fais pas du tout politique. Donc, je ne rentre pas dans ces genres de trucs parce que je ne maîtrise pas le sujet. Politiquement, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Moi, humainement, c'est ça qui m'intéresse. Quand on te fait du mal à quelqu'un en Palestine, ça me fait mal, parce que c'est un humain. On fait du mal à quelqu'un en Israël, ça me fait mal. Les guerres n'ont jamais arrangé quelque chose, parce qu'il y a toujours des morts de part et d'autre. C'est souvent les pauvres qui... Voilà, qui et qui prend? C'est des pauvres personnes qui n'ont pas les moyens de s'enfuir ou de partir. Donc, pour moi, je ne rentre pas dedans. Après le débat de Blanche, je ne maîtrise pas le sujet. Ce qui me fait mal, c'est que Blanche, c'est une comédienne, elle joue, et si aujourd'hui elle ne joue pas, elle a la famille, elle a des enfants, ceci. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est là? Je ne peux pas en parler, témoigner. On échange, on s'est échangé au téléphone, on a envoyé ça va, machin, point. Maintenant, je ne peux pas m'initier dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais moi, ce qui m'engage, moi, c'est que moi, je ne fais pas de politique. Et je ne suis totalement pour l'humain. Je suis pour l'humain. Si tu fais du mal à quelqu'un, et tous les soirs sur scène, j'ai une pensée pour la Palestine parce que les gens meurent. J'ai une pensée pour le Liban. J'ai une pensée pour le Congo. Haïti, quand il y a eu les tremblements de terre en Algérie, j'y étais, j'ai aidé. Martinique, quand l'avion est tombé. Je suis un humain. J'ai des sensibilités. Je suis sensible à ce qui touche à l'humain. Mais sur le terrain justement médiatique, est-ce qu'il y a des sujets, et je pense notamment Israël, mais d'autres, comme l'esclavage, la traite des Noirs, tout ça, des sujets qui sont plus difficiles à traiter, ou alors qu'on ne souhaite traiter que d'une seule manière. Si on prend l'exemple, très récemment, je me permets, très récemment, on a été voté à l'Assemblée nationale l'abolition du Code noir. Il y a longtemps, il y a un humoriste, Dieudonné, pour le citer, qui a voulu faire un film sur le Code noir et justement qui n'a pas eu la réception, ou en tout cas qui n'a pas été accepté par le milieu du cinéma comme il le voulait à cette époque-là, et qui a considéré à un moment que il y a des sujets qui étaient plus intéressants à un moment donné qui ne l'étaient pas de l'autre, alors que c'était des sujets de même valeur et qui méritaient aussi d'être traités. Il faut dissocier plusieurs choses. L'industrie du cinéma, la culture, l'humain, la politique. C'est-à-dire qu'on mélange tout. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'éducation. C'est une question d'éducation de base. Si on mélange tout, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça que je suis pour le métissage culturel. Et je le dis toujours et je dirai toujours. Le code noir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? L'esclavage, c'est quoi? Le travail forcé, c'est quoi? Il faut éduquer les gens. Et chaque personne qui est éduquée va comprendre où on va. Ce n'est pas forcément pour faire un film, il faut faire un film. Le film, c'est une chose. L'école, l'éducation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut faire tout pour ne pas que ça revienne. C'est ça le plus important. Donc, il faut y faire de l'éducation. Oui, l'éducation. Aujourd'hui, on parle de l'esclavage. Qu'est-ce qu'on peut réparer? En toute sincérité. On va demander pardon? Est-ce qu'on demande pardon vrai ou faux? En tout cas, d'assumer. Oui, il faut assumer. Quand on fait une connerie, on assume la connerie. Et on passe à autre chose. Et l'autre chose, c'est quoi? De faire en sorte que l'esclavage ne revienne pas. De faire en sorte qu'on n'oublie pas qu'il s'est passé quelque chose. Mais aujourd'hui, on ne peut pas poursuivre quelqu'un en disant « tu as fait ça, tu as fait ceci ». Mais par contre, on peut dire « ça existait ». Faisons en sorte que ça n'existe plus. Pour ne pas que ça existe, c'est de respecter celui qui est en face et de le considérer. Est-ce que Areva, Total, les gouvernements occidentaux respectent encore l'Afrique? Parce qu'on dit assumer, quand on assume cette histoire-là, c'est qu'on considère derrière les Africains, déjà dans leur pluralité, et surtout avec leur histoire, avec aussi leur souveraineté sur ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, est-ce que les Africains sont respectés? Quand on parle de sociétés comme Areva qui vont directement puiser ces ressources-là, ressources naturelles, sans jamais qu'il y ait de réelles retombées
pour les populations. Je pense de l'exploitation de terres rares au Congo. On envoie des jeunes enfants sous terre, tout ça, pour nourrir une industrie. Mais, Est-ce que c'est mais pas une nouvelle forme l'esclavage, d'esclavage? oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire une fois. Ouais, On veut se plonger dans l'esclavage ouais. dans le passé, et vous venez de dire qu'il y a l'esclavage Aujourd'hui. d'aujourd'hui. On se base sur le passé et celui d'aujourd'hui, on n'arrive pas à résolver. Donc pour moi, en tant qu'artiste, c'est pas mon domaine. Mhm. Moi, je fais des sketchs. Dans mes sketchs, je dis comment faire pour vivre ensemble et d'apporter de l'éducation à tout un chacun. Après, chacun prend ce qu'il veut. Je n'accuse pas parce que je ne maîtrise pas. Vous avez évoqué des sociétés que je ne connais pas. Je ne connais pas, non, mais je ne connais pas les dossiers. Je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'Africain et en tant qu'humain, c'est le mal qu'ont fait les gens. Je m'opposerai toujours à l'injustice, à ma manière, à ma façon. Pour me développer, mon peuple, mon continent, qu'est-ce que je dois faire? C'est de sensibiliser. Quand je vais en Afrique, c'est de m'intéresser. L'éducation, la base, quand je vais en Afrique, je vais dans des orphelinats, je vais dans un truc. Un jour, j'étais au Congo, à l'orphelinat, j'ai dit, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus d'orphelinat. Parce que quand il y a la guerre, il y a l'orphelinat. Des enfants, des gens qui perdent leur père, leur enfant, il y a l'orphelinat. Quand il n'y a pas de guerre, il n'y a plus d'orphelinat. On vient investir dans les orphelinats. Mais faisons en sorte qu'il n'y ait pas de guerre. D'accord? Donc, c'est une question d'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça? On doit vivre ensemble, la société appartient à tout le monde, il y a de quoi manger, il y a de quoi faire. Donc moi, ce qui m'intéresse en tant qu'Africain, c'est d'avancer, de créer, de développer et d'éduquer. C'est ma contribution au développement. Mais dire qui a raison, qui a tort, ça ne m'intéresse pas parce que à force de dire qui a raison, qui a tort, ne fait pas avancer les choses. Mais en tout cas, faire la lumière sur ce qui se passe, ne pas oublier pour savoir d'où l'on vient, pour savoir où on va. Oui, quand tu fais la lumière sur quelque chose, il faut pouvoir avoir la torche pour éclairer ou bien la lumière pour éclairer. Ça, c'est le savoir pas, qui nous le permet. Si tu ne l'as pas, le savoir, on le sait comment? Le savoir, on le sait parce qu'on apprend et l'éducation. Oui. Quand on a éduqué quelqu'un en disant que celui qui est en face de toi en Afrique, c'est ton semblable, il faut le traiter autrement. Là, tu comprends que l'esclavage, tu vas le faire combattre. Le racisme, tu vas le combattre. Si on t'apprend à l'école que l'arabe, le chinois, il est ton semblable, apprends à le connaître avant de le juger. Tu vas comprendre que tu n'as plus besoin d'aller le maltraiter. C'est l'éducation d'abord. Tant qu'on n'a pas mis l'éducation, et de l'éducation aussi, une fois qu'il y a l'éducation, il y a des principes de base, il y a des cadres, il y a le respect, il y a la justice, et on avance. Une fois on a tout remis sur terre, et qu'on a tout bien défini, et que tout un chacun sait à quoi s'y attendre, qu'est-ce qu'il doit faire, après je pense que tout se fait naturellement. Mais comme aujourd'hui, l'éducation est bâclée, celui qui fait des conneries, il n'est pas sanctionné parce qu'il a l'argent ou il n'a pas le machin, et celui qui n'a pas l'argent, lui, ça lui tombe dessus. Tout ça, ça fait partie de l'éducation mentale, intellectuelle, physique. Tout à l'heure, on a évoqué. On a évoqué ça. Ouais. Donc moi, en tant qu'artiste, quand les gens viennent dans ma salle, pourquoi les gens viennent dans ma salle? Parce qu'ils se retrouvent dans ce que je dis. Sans accuser. Le fait, c'est pas d'accuser. Oui, il est venu, il m'a fait ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça que tu vas combattre quelque chose. Le combat, il est mental, il est intellectuel, il est dans l'éducation. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à être polis, à respecter l'autre, à respecter ceci. Mais vous dites que oui, on accuse un tel, et pendant ce temps, l'école fout le camp. Le gamin fait ce qu'il veut. Il y a de plus en plus de racistes. Pourquoi? Aujourd'hui, comment ça se fait qu'il y a plus de racistes? On se battait, on a combattu. On est en 2026, il y a plus de racisme. Comment ça se fait? C'est que intellectuellement, mentalement, éducativement parlant, personne ne fait des efforts de comprendre l'autre en face. Et ça se apprend à l'école. Aujourd'hui, l'école, les profs sont des missionnaires. Un prof qui dit un truc, l'enfant l'attend à la sortie. Un prof qui dit un truc, les parents l'attendent à la sortie. Un prof se permet de faire des conneries. Il est encore là. Un élu capable de faire des conneries, il est encore là. Il est où le modèle de la société? Il n'y a pas assez de sanctions aujourd'hui. Il n'y a plus d'autorité. Il ne faut pas être dans la sanction. Il faut être dans l'éducation. Mais ça Quand il y a l'éducation, il y a moins de sanctions. Un policier qui vous arrête dit « Monsieur, j'ai vu que vous n'avez pas de ceinture de sécurité » en lui disant « Si vous n'avez pas de ceinture, ce n'est pas par rapport au PV. Mais vous faites un accident, votre tête frappe là et que vous ouvrez votre tête et puis machin, ce n'est pas bien pour vous. C'est d'abord votre base à vous.
Ah, merci, monsieur l'agent. Allez, circulez. Le mec mettra sa ceinture tout de suite. Mais si vous l'arrêtez, vous n'avez pas de ceinture, 135 € d'amende, devant vous, il va le mettre. Il n'en a rien à foutre des 135. Il va l'enlever. Parce qu'il ne sait pas quel danger il court. Mhm. Si on lui dit que c'est pour votre bien, il comprendra beaucoup plus. Donc l'éducation, la méthodologie, la pédagogie doit être... Il faut reprendre. Il faut reprendre la base des choses. Mais justement, vous, dans votre méthode, dans votre démarche, c'est l'humour qui fait office de pédagogie sur scène. Vous essayez justement sur le terrain du vivre ensemble, Oui. du multiculturalisme. Et je voudrais qu'on revienne justement à cette période où Jamel Comedy Club, vous êtes resté combien de temps au Jamel Comedy Club? Oh, je fais les 5 années. Et c'était comment justement avec Jamel? Magnifique. On peut tout dire, on peut dire ceci, on peut dire cela. Avant lui, on avait Bar de Rire, on avait comme Strucho, on avait créé notre truc avec Fabrice, Thomas, nous tous. Vraiment, on avait créé un petit truc qui marchait. Et lui, il a vraiment apporté le côté médiatique parce qu'il avait les moyens de nous apporter ça. Et ça s'est fait par nos talents aussi, la force de travail et autres. Et surtout, l'union qu'on avait. L'union, vraiment, on a fédéré un truc, on a créé une famille. Et on a vraiment apporté du nouveau dans le stand-up, dans tout ce qui est l'artistique et autres. Mais c'était formidable. C'était formidable. Voyons, on changeait. Après, le monde évolue. Aujourd'hui, nous sommes adultes, nous avons des responsabilités, nous avons des enfants, nous avons notre parcours, nous avons nos productions, nous avançons, donc on ne peut pas se voir tous les jours. Mais avant, c'était au quotidien, on s'appelait, on se chambrait, on allait au café, on allait ceci. Mais c'est ça, la vie aussi. Ouais, vous avez gardé des relations avec certains? Fabrice Oui. Eboué Moi, j'ai gardé des relations avec tout le monde. Ouais. Avec tout le monde, parce que bon, Fabrice, c'est vraiment un frère. On allait chercher des DVD pour regarder les westerns. On a un point commun, on adore les westerns. Ouais. Et on aime bien manger. Fabrice. Thomas, c'est pareil. Thomas, je l'ai connu avant le Jamel Comedy Club. Et il est camerounais, sa famille même, on l'aime bien. Noum Diawara, toute sa famille même, j'aime bien, c'est un petit frère. Amel Chabi, on se voyait tout le temps, c'est une petite sœur. Dedo. Non, c'était vraiment fraternel, quoi. C'était vraiment avec une sincérité. Parce que on venait, on n'avait rien. On n'avait pas d'argent, on ne mettait pas l'argent en avant, on passait des bons moments parce qu'on était ensemble avant d'intégrer le Jamel Comedy Club. C'est la simplicité, quoi. On était nous, vrais, voilà. Authentique. On était authentique et on se disait si un jour on a l'argent, si un jour on a ceci, on était dans la projection. Ouais. Donc on prenait du plaisir. Et aujourd'hui, quand je vois Fabrice, ce qu'il fait, je vois Thomas, ce qu'il fait, ce qu'ils sont devenus, on dit, dans le passé, on l'avait dit. Nous, on voulait réussir. Faire du cinéma. On voulait réussir. On s'est dit, si un jour on fait le bilan et puis qu'un n'a pas réussi, un n'a pas ceci, qu'est-ce qu'il dira? Une fois avec Blanche, je me rappellerai toujours, on disait, imagine-toi, si on vient vous demander aux acédiques de l'aide. Et c'était dans le 10e arrondissement, et puis on s'est retrouvés aux acédiques du spectacle, mais je n'allais pas demander de l'aide. J'étais allé pour remplir un papier parce que tu es obligé. Et puis j'arrive avec une grosse voiture. Elle dit, toi, tu as déjà une grosse voiture, imagine-toi, moi je galère actuellement. Et puis quelques années plus tard, Blanche, elle monte, ça repart comme elle tape, elle cartonne partout. Je n'ai pas eu l'occasion de lui dire, tu te souviens, au moment quand tu descendais un peu, tu disais, je viens de la Célique. Et puis voilà, ça fait partie de la vie, c'est des souvenirs, c'est des bons moments. C'est des bons moments. Aujourd'hui, je pense que le plus important, que tout un chacun arrive à donner du plaisir à son public, à créer son public et en bonne santé et qui nourrit sa famille par son art et qui avance. Moi, je suis content. On a perdu Wahid, mon frère Wahid. Dans notre aventure, on a perdu un. Après, Bounaïmin, il n'était pas dans le circuit, il est venu après. On a perdu Boun. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. On en a perdu 2. Et tous les jours, je prie en tout cas pour qu'on reste le plus longtemps. Est-ce que c'est un milieu difficile, le milieu de l'humour, la production? Est-ce qu'il y a autant de sourires sur scène que dans l'envers du décor, dans les coulisses? Après, c'est individuel. Chacun. Il y a des polémiques aussi. Après, les gens ont leurs problèmes. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Après, c'est eux. Mais moi, je prends du plaisir.
Aller voir, je prends du plaisir à jouer, je prends tout un plaisir. Je suis quelqu'un, je connais pas le négatif, moi. Ouais. Il n'y a pas des... Il y a pas des, comment dire, pas des épreuves, mais en tout cas des carcans, il y a des blocages au niveau des productions. Est-ce qu'il y a des... Je me produis moi-même. C'est l'avantage. Je me produis moi-même, je me suis battu pour construire quelque chose, pour être ma liberté. Parce qu'au départ, j'allais vers des gens pour qu'ils puissent me produire. Mais quand tu entends non, oui, non, machin, tu te dis, bon, ça va. Ça veut dire quelque chose. Si à un moment donné, Patson, avec son succès, finit par se produire lui-même, c'est qu'à un moment donné, les grosses structures, ou en tout cas les structures qui ont les moyens, ne veulent pas miser. Ça veut dire quelque C'est chose. comme un pari. Ou alors C'est ils comme un misent, pari. ils misent sur d'autres plutôt que Patson. Pourquoi? Oui, mais parce qu'ils ont le jugement, leur appréciation. Moi, je suis populaire. Mhm. Tu mises sur moi, tu gagnes de l'argent. Mhm. C'est une sincérité, c'est une vérité. Bah, Patson, ça aurait dû être un visage qu'on retrouve même au cinéma, dans des séries. Pourquoi? C'est pas un fait en soi. Pas nécessairement, mais je veux C'est pas un dire... fait en soi. euh, J'arrive à m'acheter ma baguette. Avant, Ouais. je ne pouvais pas. Donc, je pense que j'ai évolué. mhm. J'ai été adopté, j'étais à la rue. J'ai un lit, j'ai un matelas, j'ai un toit. Mhm. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Je suis en bonne santé. Patson Mon plus gros philosophe. producteur, Ouais. mon plus gros producteur, c'est Dieu. Ah, c'est le producteur de tout le monde, Dieu. Ah, bah, après, chacun dit ce qu'il veut. Après, Mais chacun... en tout cas, moi, mon plus gros producteur, c'est lui. Mhm. Donc, moi, tout ce qui m'arrive, c'est un bénéfice. Mhm. Personne ne pensait que j'allais arriver à là. Mhm. Petit, j'ai été très malade. Les gens m'ont dit j'allais mourir. Dieu merci, Dieu m'a accordé encore sa grâce. J'étais à la rue, je n'arrivais même pas à m'acheter un paquet de gâteaux ou une pomme. On me donnait. Aujourd'hui, j'arrive quand même à acheter une pomme. Merci à mon public qui vient tous les soirs, qui viennent m'apporter ce petit côté, qui m'aide. J'ai dit à mes enfants, chaque fois que vous mangez, pensez à mon public, parce que c'est mon public qui vous donne. C'est pas moi qui vous donne la nourriture, c'est mon public qui vous donne. Mais vous le donnez aussi énormément. Être sur scène, Je c'est donne à qu'il mon faut le public. donner. Mon public et moi, c'est une famille. Moi, dans la rue, je suis peut-être le seul artiste et les gens me tapent sur l'épaule. Tu es con, quoi. Tu es fou, tu es malade. Ouais. C'est le plaisir que j'ai. Des joueurs de foot, des chanteurs, Tiakola, Gims, quand ils me voient, des grands. Gims ne m'a jamais dit Patson. Il me dit toujours grand. Mhm. Pourtant, Gims, c'est un grand. J'ai un respect pour ce jeune. Avant qu'il n'explose, il m'a dit un jour, il m'a dit 2 fois, il m'a dit, je suis en train de préparer un coup. Il était dans section d'assaut. Je me rappellerai toujours. Je prépare un coup grand. Je ne vais pas faire un petit truc. Et quand je le vois aujourd'hui, j'ai un respect pour ce petit frère. Mhm. Quand je vois Fally qui fait Stade de France, c'est plaisant. Quand je vois cela, et moi j'ai appris auprès des anciens, Pape Diouf, qui me donnait des conseils, Ah ouais. Père son âme. Pape Diouf, c'était mon grand. Quand je l'ai appelé, il a dit, ah mon petit, il m'a jamais. Mon grand, Jacob de Varieux, Papa Manu, Mhm. qui est parti. Donc tout cela, j'ai appris auprès d'eux. Aujourd'hui, quand Tiakola m'appelle grand, il me dit, quand tu as Nio, Mhm. rappeur, rempli des stades. Nio, Ouais, Nio. il vous appelle? On s'est croisés et puis j'étais surpris. Il me serre la main, je me présente, je suis Patson. Il baisse la tête, il me tient la main, il me dit, je te connais, tu es une légende pour nous, tu es un modèle pour nous. Mhm. C'est en 2026, des jeunes comme ça qui te respectent, tu peux pas faire n'importe quoi. Ils t'ont vu à la télé, Jamel Comedy Club. Didier Drogba, quand il m'appelle non, mon grand. Mhm. Didier Drogba, Yaya Touré, il t'appelle ton grand. Peut-être pas forcément parce qu'il y a des cas d'âge aussi grands, Par respect. mais par respect. Didier Drogba, c'est quand même Didier. C'est énorme. Il t'appelle grand. Mhm. Yaya Touré qui était waouh. Bah, ils sont le bienvenus dans l'émission Le Long Format. Voilà. Hein. Oui, Si, quand tu as toute l'équipe il y a Nicolas Pepe qui devait venir au spectacle. Quand tu as Dembélé, Ballon d'Or qui vient à ton spectacle, tu te dis grand, tu es un modèle. Mhm. Ça ne peut que tu es content. Tu te dis toutes ces années, les combats ont eu un sens. Cette transmission, justement. C'est une transmission et puis c'est une valorisation et puis tu es fier. Mhm. Tu sais, quand je parle d'eux, tous ces chanteurs, quand je parle de Gims, quand je vois ce qu'ils font, je ne leur demande rien. Je ne demande pas qu'ils me... Mais je suis fier. Aya Nakamura, Booba, je l'ai connu quand on a fait Mokube,
c'est une fierté. Justement, vous citez des noms. J'imaginais même pas. À la Ouais. rue, et aujourd'hui, Teddy Riner, quand il me voit, c'est énorme. Des joueurs, des chanteurs, des trucs. Tu te dis, Bah, justement, on se dit pourquoi Patson, on ne retrouverait pas dans des émissions télé. On vous a proposé des émissions télé, on vous a à l'époque, proposé des... oui. À l'époque, oui. Mais je me dis, est-ce que... Est-ce qu'il y a une réticence vis-à-vis de la liberté de ton? Parce que vous avez une liberté de ton. Est-ce qu'il y a oui, une résistance, une Parce que réticence? d'autres personnes m'ont mal jugé. On pensait que je suis un révolutionnaire. Tu sais, souvent, les gens pensent, Vous n'êtes pas révolutionnaire. non. Mais vous Je n'êtes suis pas consensuel. révolutionnaire. Vous n'êtes pas consensuel. Je suis... Non, je suis poli. Être poli, c'est se dire ce que je pense. Je suis poli. Mhm. Je dis ce que je pense. Quand quelque chose est injuste, je le dis. Ça peut déranger. Mais je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas dans des vengeances, je ne suis pas dans ceci. Les gens me jugent mal. Vous avez cité, je me permets, vous avez cité des rappeurs. Est-ce qu'eux sont polis, justement, aujourd'hui? La, la politesse, ça vient chacun est Ouais. poli à sa manière. Est-ce Moi, que- je les respecte. Ouais. Et puis, chacun son style, sa Ouais. manière à tracer il a son code. Et Est-ce que je- ça n'a pas relayé des manières, peut-être, des façons d'être, ou alors même parfois une forme de victimisation, de se dire on est toujours la victime d'un C'est commercial, système. certains. Ah, il c'est faut commercial. apprendre. Certains, c'est commercial, il faut apprendre à les connaître. C'est dangereux pour les plus jeunes, parce qu'on parlait d'éducation justement, parce que certains peuvent le prendre au premier degré. Vous avez des jeunes Tout à qui fait, décident tout à de... fait. Mais après chacun défile. C'est ça, on dit l'artiste. Oui. Un artiste, c'est un fou. Un artiste, c'est un fou. Un artiste, on ne peut pas cerner un artiste, on ne peut pas définir un artiste. Quand tu es artiste, tu es fou. Il y a une schizophrénie alors. Tu envoies ton public où tu veux. Il faut être artiste pour comprendre. Mais c'est dangereux, parce qu'on peut envoyer son L'artiste, c'est public... dangereux. L'artiste est dangereux. Le peintre est dangereux. Vous êtes dangereux? On parle pas, on est dangereux parce que à tout moment, on peut déclencher un truc. Les gens nous aiment. Donc, on est un modèle de la société. On est le baromètre de la société. Quand on dit dans le bouffon du roi, le roi avait peur de l'artiste. Parce que l'artiste dit un truc, ça part tout de suite. C'est ça un artiste. Mhm. Mais justement... Van Gogh, Picasso, ils sont partis. Aujourd'hui, leur tableau se vend à des millions d'euros. Mhm. On ne peut pas contrôler un artiste. Mais justement, quand Un on artiste, parle c'est de... comme un volcan. Mais vous dites c'est dangereux, mais c'est dangereux aussi pour les plus jeunes. Ça risque de les... Oui, c'est pour cela qu'il faut mesurer. Et que ça, on revient Est-ce encore qu'on à mesure l'éducation. On mesure aujourd'hui l'impact que ça a? Un artiste se rend compte de ce qu'il fait. Aujourd'hui, si un artiste porte un pantalon où il n'y a pas un pied ici, le lendemain, tout le monde le fait. Mais si un Un artiste... tennisman qui joue avec le coude, le lendemain, tout le monde le fait. Mais si demain il y a un clip avec des armes, avec Plein de personnes du vont vouloir le trafic... faire. Plein de personnes vont le faire. C'est pour cela qu'il faut l'éducation. Ah, L'éducation d'un individu, chacun. Moi, j'ai choisi d'être comme je suis. Mhm. D'autres me suivent, se retrouvent dans moi. D'autres ont choisi d'être comme ça. D'autres se retrouvent. Donc, l'artistique, tout ce qui est art et manière d'être. Là, la manière d'être, il faut calculer. La manière d'être, c'est quoi? C'est la conscience, c'est ceci. Attends, il faut vraiment, chaque mot, il faut le peser. Il faut le traiter sur le plan philosophique, sociologie. Et tu comprends tout de suite. Ben justement, je me dis qu'il y a une industrie musicale à un moment donné qui a enfermé derrière une certaine étiquette, une certaine apparence, la personne de banlieue, et que derrière, il y a des générations qui se sont collées à ce modèle-là et qui ont voulu ressembler à ce modèle-là. Et peut-être pas pour leur bien. Vous en pensez Oui, quoi? mais excusez-moi, je vais pas. Quand on dit l'alcool tue, on dit la drogue tue, on en fabrique. Mais c'est pour vendre. Ben voilà, donc vous avez compris, c'est Mais il y commercial. a des victimes derrière. Ah ben oui, mais le rap ou bien la chanson, pas que seulement le rap, Oui. mais la chanson, si on sait qu'il y a des grossièretés, il y a des trucs qui sont pas bien, il y aura des victimes, ça vend. Et vous conseillez quoi alors, justement? Parce que l'argent est dessus. On dit de l'argent, mais l'éducation, il faut savoir doser. Il faut savoir doser. Moi, Prendre le recul dans sur mes les- tests, ma manière d'écrire, ma manière de faire, voilà. Peut-être que celui qui va être commercial va gagner beaucoup d'argent, il va plaire, il va être populaire, il va être star. Mais moi, je vais écrire, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent, je ne vais pas vendre, je ne vais pas être commercial, mais je vais rester plus longtemps. Ça fait 20 ans cette année, je suis là. Mhm. Vos enfants, ils écoutent du rap? Mes enfants, ils écoutent de tout. Mais surtout,
quand il y a de tout ce qui est portée morale, Ah. s'il n'y a pas leur ligne directive, leur manière de vivre, la nature, Leurs valeurs. l'humain, la valeur, le respect, ils ne vont pas écouter. Les D'accord. enfants sont très, très, très pointus dessus. D'accord. Et ça se fait naturellement. D'où l'importance de la culture Et de l'éducation. et de l'éducation. Ouais. L'éducation. On peut dire que j'éduque mon enfant. C'est un enfant s'éduque lui-même. Un enfant s'éduque lui-même. Ouais. Parce qu'il voit. Moi, j'ai été éduqué par qui? La Mhm. rue. Ce que je vois autour de moi. Si c'est un bon, si c'est pas bon. Mhm. Si c'est bon ou c'est pas bon. Si c'est pas bon, ben je dis tout de suite. Les Ouais. parents, il y a des parents qui fument. Ils disent à l'enfant, arrête, ne fume pas comme moi. Déjà, de dire ne fume pas comme moi. Il y a un problème quelque part. Il y a des enfants qui disent aux parents, ne fumez pas. Ouais. C'est une question d'exemple. D'exemple. Donc, c'est-à-dire, tout est une question de morale. Et aujourd'hui, en termes d'exemplarité, quand on voit les politiques, quand on voit les artistes, vous considérez que c'est encore des modèles? On voit des politiques, Il y en a. des politiques. Il y en a. Mais la politique veut rien dire. C'est un citoyen. Et moi, je suis curieux de votre réticence à parler de politique. Parce que quand on est Non, je ne suis humoriste, pas réticent. on a quand même un Je ne suis pas regard sur la réticent. Vous société. savez, je vais vous dire, peut-être je fais partie de l'un des rares artistes qui a Ouais. travaillé avec plusieurs ministres et gouvernements. Lesquels? Monsieur Chirac, président Chirac, je travaille avec lui, je l'ai connu Ouais. personnellement. Monsieur Jospin, aux assises de la citoyenneté, à la Défense. Mhm. France Télévisions me suivait, c'est moi qui lui ai dit, pour être président, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aimer les Noirs et les Arabes. Il faut avoir une vraie politique. C'est moi qui ai posé la question. Monsieur Raffarin m'a reçu avec Mhm. sa femme. Manuel Valls, il était à Évry. Manuel Valls. Il était à Évry, maire. Avant de le connaître, moi je l'ai connu, c'est pas le politicien que je connais. Je connais Manuel Valls en tant qu'homme. Il était conseiller de monsieur Jospin. Et quand il est arrivé à Évry, j'ai battu campagne pour lui, pour être maire, député à Évry. J'ai connu monsieur Serge Dassault, qui m'appelait le voyou. Un grand monsieur. Oui. Marchand Qui était- d'armes en partie. Marchand d'âme, oui. Mais je veux dire que pour moi, quand je l'ai côtoyé, j'ai côtoyé un homme Mhm. qui m'a donné des conseils, qui nous donnait des conseils. Donc, on peut juger les gens. Il faut vivre avec les gens pour comprendre aussi. Mhm. Souvent, on dit, ah, les Noirs, les Arabes, on généralise les choses. Et nous, on combat ça déjà. Parce que c'est une forme de Donc, racisme de voilà. généraliser. Manuel Valls, je l'ai connu en tant qu'homme. Le jour où je me suis marié, c'est lui qui a célébré la cérémonie. Il a donné les larmes aux yeux. J'ai voyagé avec lui. Je le connais. Mhm. Je lui ai donné des conseils. Je sais de quoi je parle. J'ai connu le ministre Pasqua, Jean Pasqua, c'est une autre. J'ai c'est autre connu chose que- le ministre Chevènement. J'ai connu l'ancien ministre de l'Intérieur, Monsieur Vaillant. J'ai connu pas mal de politiciens. Je ne vais pas tout citer là. Mhm. J'ai connu Jacques Lang quand il était ministre de l'Éducation nationale. Le premier projet que j'ai fait avec lui, c'était pour SIDA Action. Mhm. C'est moi qui ai introduit les cartes des étudiants. Aujourd'hui, vous parlez des étudiants, les cartes des étudiants. À l'époque de M. Lang, Jacques Lang. Mhm. C'est moi qui ai créé les premiers médiateurs dans les transports en commun en France. J'ai commencé par la Strave à Bronois. C'est moi qui ai créé les premiers médiateurs dans les bus. D'accord. Je suis à la base à l'initiative de pas mal de choses. Les CER, Centre d'éducation renforcé. Chirac, à l'époque, j'ai travaillé dessus. Je travaille pas plein de politiciens. Je n'ai pas peur de parler de la politique. Je les connais. SOS Racisme, on s'est bagarré. On a fait des choses. Mais à un moment dans votre vie, quand vous voyez que c'est plus la politique que vous défendez de votre pays, qui est mon pays, qui est la France, je dis, je laisse les politiciens faire la politique. Aujourd'hui, je suis artiste. Je Mhm. me consacre à mon truc. À l'époque, je n'étais pas artiste. Un artiste ne fait pas de politique. Mais vous n'avez pas peur d'être instrumentalisé Pas qui. par ces politiques-là? Je ne suis pas en contact avec eux. Moi, quand je les vois en tant que personne. Mhm. Mais je ne fais pas de la politique. Je vote. Je suis contre, je suis pour, je vote. Point. Par exemple, là, vous êtes humoriste. Vous avez travaillé avec M. Valls. À l'époque, je n'étais pas. Oui, Nuance. vous ne l'étiez Quand pas. je n'étais pas, j'étais un citoyen. Mais vous En avez- tant qu'humoriste, je suis citoyen. Ouais. J'ai le droit de donner mes avis. Ouais. Mais
Quand je suis Patson, je suis artiste pour tout le monde. Je ne rentre pas en politique. Alors, je pose la question à l'artiste. En 2015, M. Emmanuel Valls fait interdire un spectacle avec M. Dieudonné. Quel a été votre point de vue à un moment donné de vous dire, en France, on interdit les spectacles d'un humoriste? Vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai pris l'avion avec Manuel Valls. Moi, je l'appelle. Quand je le vois, je le tutoie. Et j'ai dit, ne rentrez pas dans les histoires de banlieue et autres. Vous êtes mal conseillé. Faites très attention. Je lui ai dit, moi je le dis, je pense ce que je pense. Rentrez pas dans les histoires de banlieue. C'est un politicien. Il a fait interdit un spectacle, les ministres de l'Intérieur, il est interdit. Je n'ai pas commenté qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas le tenant à l'aboutissement des choses. Par contre, quand M. Sarkozy avait dit le Karcher, vous vous souvenez, il était ministre de l'Intérieur. Il était en déplacement en Amérique latine. Le soir où ça commençait à péter, souvent les gens ne connaissent pas Patson, Patrice Mian, Kwasi. Vous connaissez Patson, artiste. Je me suis donné corps et âme aux banlieues. J'ai énormément aidé les banlieues. J'allais au Beaumet, sorti des jeunes détenus mineurs pour ne pas qu'ils aillent en prison. J'ai fait des programmes pour les banlieues. Aujourd'hui, si des banlieues viennent me voir, d'autres se souviennent encore de ce que j'ai fait. Et quand ça a pété dans les banlieues, la première personne, c'était le préfet qui était avec le ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy. Il m'a appelé le soir, il a dit, mon voyou, ça brûle, qu'est-ce qu'on peut faire pour les banlieues? Ils vous ont sollicité pour... Beaucoup de choses, on me sollicite. Je ne parle pas beaucoup. Il fallait trouver une solution. Vous voyez la tenue de la police? Oui. La tenue de la police, les couleurs, les formes. Dans le bureau du préfet de région, Paris, il m'a dit, qu'est-ce qui tu aimerais bien qu'on change à la police? Leur tenue, la couleur de leur voiture. C'est vous qui avez conseillé la tenue des... J'étais dans son bureau. C'était comme un parrain pour moi. Il m'écoutait. Mais on avait des cellules d'écoute. On avait interdit, c'est moi qui ai fait interdit sur Évry à 23h30 que la BAC ne contrôle pas les papas, les mamans qui sortent de boulot. Parce que les gens traversaient les voies et c'était dangereux. La régularisation des sans-papiers à la préfecture d'Évry. Maintenant, dans les préfectures, service immigration, il y a des chaises et tout. Avant, il n'y avait pas de chaises. On a imposé. On a imposé. Donc, il y avait un citoyen qui s'appelle Patrice Mian et elle Patson. Quelquefois, on entend des choses et on donne des conseils à des politiciens. Vous qui connaissez la banlieue, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, on parle de territoire perdu de la République? Et aujourd'hui, certains considèrent que la banlieue, c'est plus la France. C'est pas la France, c'est quel pays alors? Certains politiques de droite, d'extrême droite, considèrent que ce n'est plus. C'est des jeunes, souvent c'est des jeunes politiciens. Moi, je ne fais pas de la politique, c'est des jeunes. Si je voulais être député, je voulais être depuis fort longtemps. Ça fracture la société française. En 96, j'ai fait des discours. J'étais pugiste à Marianne. Marianne, le journal. On a dit des choses. Ils ne nous ont pas écoutés. Les vrais grands frères, les faux grands frères. Il y avait des îlotiers. On était à la base des îlotiers. Le débat, cellule d'écoute du préfet de l'Essonne. Les débats sur les îlotiers. Il faut les maintenir ou il ne faut pas les maintenir. Nous, on faisait des sports au Tarteret, à Grigny, aux Pyramides, avec les raids, pour qu'il y ait des échanges. Donc, il n'y avait pas d'histoire de territoire. Qui a arrêté tout ça? Avant, la police faisait du basket dans les salles avec les jeunes. Nicolas Sarkozy a dit que ce n'est pas aux policiers d'aller faire du basket. D'accord, aux États-Unis, ça se passe. Ouais. Dans d'autres pays, ça se passe. Un policier, c'est un humain. Nous, on était avec les îlotiers. On faisait des sorties. On faisait des sorties avec eux. Il y avait un respect. On a coupé. Les gymnases sont fermés à 18h. On se battait pour que ça s'ouvre, pour que les jeunes gamins, on sait où ils sont et on peut les aider. Il y avait des parents référents, des mamans référents. Ça existait. Il y avait une collaboration. Il y avait des cellules d'écoute où il y avait la police, le gardien de l'immeuble, les mamans, les machins, pour trouver les solutions sur le quartier. Vous avez tout coupé. Aujourd'hui, vous parlez de territoire. Qui a coupé? C'est des politiciens. À l'époque, on avait dit. Prenez une vidéo qui s'appelle « Les enfants de la dalle ». Je vous donne la référence. 2000, envoyé spécial. J'étais dedans. J'ai dit, on remet tout à plat. Monsieur Jean-François Copé, qui a un mot que j'ai retrouvé, il y avait des problèmes sur mot.
La première fois que j'ai fait une France Télévisions, il m'avait donné un conseil. Vous êtes intelligent, vous allez avancer. Tout récemment, je l'ai croisé, je lui ai dit ça. Il a dit oui, je me souviens. Je travaille avec lui sur certaines choses, sur sa ville. Il faut s'impliquer en tant que citoyen. Tout ce qui est bon, on le retire. Aujourd'hui, les commerces ferment, le boulangerie ferme, le marché ferme. Alors, vous venez dire que les jeunes de banlieue, c'est plus la banlieue, c'est plus la France. Mais c'est quoi alors? Mais les politiques ont pu Dans gérer la banlieue, il y a des gens. On était à Montreuil, le festival des Manouches de Montreuil. J'ai invité à la radio, quand j'étais sur Africa numéro 1, une jeune fille de Montreuil, qui est Manouche, qui devenait avocate. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Ils pensent que les Manouches, c'est des voleurs, c'est des pilleurs, c'est ceci. Il y en a des avocates. En banlieue, il y a des avocats, il y a des têtes. Mais si à un moment, tout ce qui est bien, vous enlevez, c'est vous qui avez provoqué ça. Il existe encore une distinction entre droite et gauche en politique, parce que ce sont des gouvernements à la fois de droite et de gauche qui se sont succédés. Vous avez des gens à droite qui sont formidables. Vous avez des gens à gauche qui sont formidables. Et vous avez des gens à gauche qui sont, désolés, qui ne sont pas formidables. Et vous avez des gens à droite qui ne sont pas formidables. Je peux vous le dire. Moi, j'ai une ville où un jeune qui est jeune Front National, c'est ses convictions. Mais moi, je le connaissais avant. Je le connais aujourd'hui. Je connaîtrai. Je n'ai jamais eu de souci avec lui. Il a choisi son parti politique. Il fait ce qu'il a à faire. Mais on ne va pas me dire que parce que c'est un ami, il est Front National, de le quitter. La politique, c'est un jeu, je ne rentre pas dedans. Pourtant, ça influence nos vies. Parce qu'on a choisi que ça influence notre vie. Ce sont des gens qui votent des lois qui ensuite, je pense à la présomption de légitime défense des députés. Qui les vote? Les députés. Quand on n'est pas content, qui vote les députés? Quand tu n'es pas content, tu vas voter, et tu censures, tu bloques. Je pense par exemple à la présomption. présomption... Aujourd'hui à New York, le maire de New York, il est qui? Oui. Ben alors, si en France on parle et puis on ne veut pas le faire, ben ça nous tombe dessus. Aujourd'hui, vous avez Saint-Denis, vous avez Villepinte, vous avez Sarcelles. Réveillez-vous. Ça fait des années on dit aux jeunes, allez-y voter. Présentez-vous. Faites les choses. Alors, si vous laissez faire, et après on vient se plaindre, non, je suis désolé. Moi, je ne rentre pas dans ça. Mon combat, je le mène autrement. Mon combat, c'est la réussite. Mon combat, c'est l'éducation. Mon combat, c'est d'aller dans les écoles. Je le fais. Là, j'ai un masterclass à Meaux. Je vais avoir des jeunes. Je vais parler avec eux. Celui qui veut m'écouter, il m'écoute. Celui qui ne veut pas m'écouter, il ne m'écoute pas. Je vais en Afrique, dans les orphelinats, dans les écoles. Je m'implique. Je les aide comme je peux. C'est ça mon combat. Mais mon combat, je n'ai pas le temps. Je l'ai fait avant en tant que citoyen politique. À Évry, à Manchin, à Villeneuve. Il n'y a pas un quartier que je ne connais pas. Voici Saint-Léger. Je cite des noms et les jeunes souvent me ah, tu étais notre éducateur. Ah, tu nous avais aidés. Tu as fait ceci. Chez moi à la maison, j'ai ouvert ma porte à tous les jeunes de banlieue. Ils sont venus passer des week-ends. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, vous pensez que ça avance, ça évolue, la banlieue? La banlieue évolue. Mais de manière positive. Mais la banlieue, ça veut dire quoi? Londres, la banlieue de Londres était très riche. Mais particulièrement en France. Après, habiter dans une tour HLM qui a été construite en 70 pour de nos parents et que tu es encore dedans, oui, tu ne vois pas l'évolution. Mais quand tu as les moyens, quand tu te donnes les moyens, quand tu te bats, à un moment, il faut partir de là. Il y en a beaucoup qui sont partis. Il y a beaucoup de Noirs, Arabes, Pakistanais, Chinois, peu importe, qui ont acheté un petit coin. Parce que depuis 1970, tu es dans le même bâtiment. Si tu avais acheté un pavillon 10, 15, 20 ans, c'est à toi. Il ne faut pas qu'on ait peur de prendre des initiatives, de prendre des risques et de montrer que nous sommes des humains comme tout le monde. La banlieue, les Italiens vivaient dans les banlieues. Il en reste encore. Des Portugais vivaient dans les banlieues. À Stein, il y avait les Italiens, il y avait des Espagnols. Ouais. Pourquoi aujourd'hui, les banlieues, on voit que à Noirs et puis Arabes, il y a des Chinois, il y a des Blancs français. Pourquoi on voit le négatif tout le temps là? L'objectif, c'est d'en sortir. L'objectif d'une personne, ce n'est pas de sortir de la banlieue. Parce qu'être dans une zone pavillonnaire, tu peux aussi être en galère. Ouais. Tu peux être en province. Allez-y dans la Creuse. Des gens sont blancs, français, machin, qui sont dans la merde. On est en prison dans la tête. Il y a des gens qui sont dans les banlieues, qui sont avocats. Moi, je ne me mets pas de barrière. La banlieue, ce n'est pas un truc négatif. C'est bien au contraire. La banlieue, c'est une richesse de côtoyer plusieurs cultures. Et de s'ouvrir. Appuyons-nous sur ça pour avancer.
Je vais m'appuyer sur le mot émancipation et faire une petite pirouette éditorialiste de journaliste. Émancipation et Afrique. Muammar Kadhafi, on en a parlé juste avant, sur la manière dont il a poussé à ce que l'Afrique se développe. Est-ce que ça a été l'énième preuve que l'Occident continue toujours, si on en avait besoin encore plus de preuves, que l'Occident continue toujours de son ingérence à travers le monde et en particulier en Afrique? En toute sincérité, avant d'accuser quelqu'un, je m'accuse moi-même. D'accord. Je m'accuse moi-même. Nous, les Africains, on doit se prendre en main, travailler ensemble. On se divise. Ah, je suis congolais. Ah, je suis malien. Ah, je suis ceci. Déjà, si on se rend compte que on est ensemble, on travaille ensemble, on peut arriver. Quand on dit l'union fait la force, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais est-ce que vraiment on l'applique? C'est qu'un mot, c'est pas un Il n'y comportement. a pas d'unité en Afrique. Désolé. Il avait réussi cette unité. Quand vous regardez la CAN, la dernière CAN, est-ce qu'on avait besoin de ça pour pourrir l'image d'une CAN réussie? C'était l'une des rares fois de voir des Marocains, des Ivoiriens danser dans la rue. Mais ceci, c'est la beauté de l'Afrique. On l'a pourri par quelle chose? La violence, l'histoire des serviettes. Je dis dans mes sketchs, est-ce qu'on avait besoin de ça? Quand ta maison, chez toi la maison est sale et que tu vas dire au voisin, chez moi est sale, il va se foutre de ta gueule. C'est chez toi, tu pourris l'image de... C'est tout à fait normal qu'à un moment, les gens se foutent de toi. On est en train d'accuser l'Europe, l'Occident. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Les bombes qui ont massacré la Libye, c'était des bombes occidentales. Je suis d'accord. Je ne maîtrise pas le sujet. Je ne peux pas dire. Mais seulement avant de massacrer la Libye, nous, en tant qu'Africains, on a fait quoi? Non, il n'y a pas mon... Bah oui, mais si je pose les questions... Non, vous posez les questions, vous êtes journaliste. Mais moi aussi, je vous pose une question. Oui. On a fait quoi? Il y a eu des Thomas Sankara, il y a eu des Gamal Abdel Nasser, il y a eu des leaders. N'allez pas si loin. N'allez pas si loin. On a fait quoi, nous, les Africains? Il y a eu des leaders, à un moment donné, qui ont essayé de pousser à l'émancipation. Aujourd'hui, on a des... Je suis d'accord. Des Traoré, on a fait quoi? On se divise. Dans ce cas, je dis, les Maghrébins, certains disent que non, je ne suis pas africain. On se divise. On fait un match de foot. Rien que du jeu, on se tape dessus. Comment vous voulez qu'on combatte d'autres? Qu'est-ce qui manque aux Africains, justement, pour cette unité? Le mental, l'éducation. De comprendre que l'Afrique est un continent et qu'on doit le développer ensemble. Sans zizanie, sans division, avec une sincérité. Il peut y avoir des tiers qui s'immiscent et qui, justement, poussent à la division ou alors qui exploitent certains au profit de d'autres. Je viens avec de l'argent. Je viens d'Afrique avec de l'argent. Et puis je dis, écoute, mets une claque à ton pote ou à ton frère et je te donne un billet. Tu prends mon argent, tu mets une claque. Qui est con dans l'histoire? Est-ce que c'est celui qui a donné l'argent? C'est celui qui a mis la claque? C'est celui qui a accepté d'agir dans l'intérêt de... Dans l'exemple que je viens de donner, je ne vais pas dire le positionnement de tout un chacun. Donc, on a compris. Moi, tu m'amènes de l'argent, tu me mets claque à mon frère. Non seulement je prends ton argent, mais nous deux, on te met la claque. Je dis à mon frère, il a dit ça, on te met la claque. C'est comme ça en Côte d'Ivoire? Que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit au Maroc, que ça soit en Afrique du Sud, que ça soit... En tout cas, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Vous êtes souvent en Côte d'Ivoire? Je vais souvent. Je ne vais pas qu'en Côte d'Ivoire, je vais au Congo, je vais au Cameroun, je vais partout. Je vais au Bénin, je vais au Ghana, je vais au Libéria, je vais au Burkina. Je vais partout. Et en France, pareil. Donc pour moi, c'est l'éducation seul humain. Tu ne peux pas prendre l'argent pour venir m'acheter en disant que vas-y, défonce ton pote. Quelle que soit la personne en face. Donc c'est la corruption. Appelez comme vous voulez en tant que journaliste. Mais moi, j'appelle ça, il faut être immature. Corruption ou pas corruption. La corruption est partout. Donc les Africains ne sont pas assez matures. Quand un policier t'arrête au bord de la route et puis tu n'as pas tous les papiers et puis tu dis, bon, je te donne 1000 balles, laisse-moi passer, c'est un jeu. Ça fait partie de la société, c'est drôle. Mais je vais dire que tu ne peux pas, dès lors qu'il y a mort d'homme, il y a maltraitance, il y a ceci, c'est plus un jeu. Moi, on dit, bon, tu n'as pas conduit sans permis. Oh, bon, écoute, mon pote, tiens, prends une bouteille d'eau. Ça existe parce qu'il n'en a pas et puis tu lui fais le geste. Je ne le cautionne pas, mais ça existe dans notre culture. Voilà. Même en Europe, ça existait. Bref. La corruption, il y en a toujours en Europe. Oui, partout dans le monde. Il faut relativiser. Mais ça dépend à quel degré. Et c'est quoi les conséquences derrière?
C'est-à-dire quelqu'un rentre chez toi et dit, bon, j'ai un fusil, je te donne un billet, puis je rentre chez toi, et puis le lendemain, il bute tout le monde. Ça, non, t'es con. Ouais. Voilà. Mais moi, c'est pas ça. Il faut qu'on comprenne que l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais ne peut pas acheter la dignité, le respect et la conscience. L'argent n'achète pas la conscience et l'intelligence. Si l'argent achetait l'intelligence, comme je dis toujours, on allait vendre l'intelligence à la pharmacie. Tu viens, je veux de l'intelligence, combien? 500 grammes. Ok, tiens l'argent et puis je donne l'intelligence. L'argent n'achète pas l'intelligence. Ouais, on le voit sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas parce que ça draine du monde que ça draine de l'intelligence. Ouais. L'argent est important, mais ça draine. Oui, mais ça n'achète pas l'intelligence. Le jour où l'argent va acheter l'intelligence, là, ça va devenir autre chose. Donc, celui qui prend l'argent pour faire du mal, pour être corrompu, machin, il endosse ses responsabilités. Mais moi, en tout cas, comme je viens de vous dire dans l'exemple, non. Je préfère gagner sincèrement, honnêtement, mon argent. Et puis voilà. Mais gagner beaucoup d'argent, ça sert à quoi, au fait? Ça dépend de ses valeurs, ça dépend de l'objectif qu'on poursuit dans sa vie aussi. Le plus beau bonheur, quand vous gagnez de l'argent, vous aidez autour de vous. Moi, c'est ce que je fais. C'est l'objectif que vous poursuivez. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ça y est encore devant. C'est ce que je fais. Ok. Quand je vais dans un pays, récemment, on était à Lumumbashi, à l'orphelinat, et le mec, on téléphone, on voit le numéro sur la porte, on téléphone, il n'est pas là, on pousse la porte, les gamins sont seuls en train de jouer au foot. Et puis on appelle le monsieur, dit j'arrive, et on décharge du riz, de l'eau, de l'huile, on a déjà plein de denrées, j'avais dépensé de l'argent. Ouais. Et dans ma salle, quand j'ai fini le spectacle, j'ai fait le saut de la solidarité. Je fais passer un saut, et chacun met des pièces, des trucs. Et puis, je suis allé au Congo, je suis allé au Bénin, on a acheté des matelas au Togo et tout. Et le monsieur dit, vous savez quoi? Je suis allé recharger mon téléphone parce que demain, je ne savais même pas ce que les gamins allaient manger. Et vous êtes tombé comme si Dieu vous avait amené. Vous ne savez pas que c'est le bonheur. On arrive doucement à la fin de notre émission. Quelle place, j'ai encore deux questions, quelle place a la spiritualité dans votre vie? C'est très important. Quand vous aimez les gens, quand vous êtes vrai, il faut avoir une spiritualité. Je ne vais pas dans un lieu de culte. Je vais comme ça parce qu'on m'a invité. Mais dis-moi, me lever le soir ou matin, aller dans un lieu de culte, je ne le fais pas. Mon lieu de culte, c'est partout, dans ma voiture, dans la rue, partout. C'est ça mon lieu de culte. Je communique directement. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Il y a une petite phrase qui m'a interpellé chez vous. La mort, c'est une petite maladie qu'on attrape à la naissance. Il y a quelques années. Parce qu'on sait qu'on va mourir de ça. C'est une maladie qui ne se soigne pas. Ouais. On attrape à la naissance la mort. Ça, je l'avais écrit il y a quoi, ça peut déconcerter d'une certaine manière, vous qui êtes très positif. Non, dire que c'est finalement, une réalité. tout finit... c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité. C'est pas une triste réalité. C'est une réalité... oui, c'est une petite... Il faut le dire, pas avec angoisse. Il faut le dire, la mort, c'est une petite maladie qui s'attrape à la naissance, comme une petite fleur. C'est la seule maladie, tout le monde va passer par là, on ne peut pas soigner. Ouais. Ça veut dire que c'est une petite maladie. Il faut s'en accommoder. Oui. Et voir le positif. Il faut le voir positif. Ouais. Moi, par exemple, sur scène, je suis allé faire opérer les hémorroïdes. Bon, moi, je ne cache rien. Et le jour où on m'a fait ça, le soir, je jouais. Je n'avais pas le droit. Le médecin m'a dit non, je jouais. J'en ai parlé sur scène. Ouais. Ça peut être dégoûtant pour d'autres, ça peut être ceci, gênant, mais je m'en fous. Transformer une épreuve en... Ça fait partie de la vie. Ouais. C'est naturel. Les gens apprécient, les gens disent, voilà, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, c'est que nous, on pense. C'est ça le stand-up, c'est ça aimer les gens. Quand on aime quelqu'un, on partage des choses. Dernière petite question avant de vous quitter. Monsieur... Deux questions, ça fait 3. Monsieur Patton, une toute dernière, parce que je vous sais philosophe et j'aimerais avoir... les débats. Voilà, j'aime rigoler, j'aime être sérieux. J'aimerais connaître une référence, un personnage ou alors un philosophe, un livre ou un film. Ça en a tellement. Qui vous a inspiré et qui vous a fait passer un cap. Il y a quelqu'un qui... Il y a Cheikh Anta Diop, il y a Aimé Césaire, il y a Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, et après Kwame Noche, et il y a plein de personnes. S'il fallait en conseiller à ceux qui vont regarder cette émission. Moi, je pense qu'il faut que les gens lisent. Il faut lire. Et écoutent beaucoup. Ils lisent beaucoup.
Sambé Ousmane, Le bout de bois de Dieu, Amadou Koroma, Allah n'était pas obligé. Il faut lire beaucoup de livres. Mais celui qui m'a vraiment tapé, c'est Ahmed Sékou Touré, l'ancien président de la Guinée, qui a fait un discours à la mairie de Paris devant le maire à l'époque, c'était M. Chirac, sans prendre note. Et il a exposé devant des journalistes des choses. Il faut que les gens regardent ce discours et qu'ils analysent le temps, l'espace, la lumière, le mouvement. Quand tu as compris les 4 trucs, ben tu es serein. Une vraie mise en scène. Tu es serein. Il maîtrisait les discours, la parole, l'oral. Il avait une connaissance. Ce monsieur, on peut ne pas l'aimer, mais moi, je regarde le côté intellectuel. Et le fond. Le fond de sa pensée. Comment il analyse les mots, il pose un diagnostic sur chaque mot, chaque phrase. Une vraie performance. Je bois ces discours, je regarde, j'écoute, je redis et j'essaie de me projeter dans ce qu'il dit. À l'au-delà même. J'essaie d'aller à l'infini. Et de se dépasser. Quand je suis sur scène, c'est ce que je fais. Quand je joue, quand j'écris, c'est un plaisir d'apprendre. Et c'est un plaisir d'enseigner. Et d'aller à la rencontre de votre public. Monsieur Patson. Merci à vous. Monsieur Patson, j'aimerais juste qu'on rappelle à nos spectateurs que vous êtes en spectacle. Au Théâtre Le République. C'est ma base arrière quand je ne suis pas en tournée. Tous les week-ends, je suis là. Donc on peut vous voir tout l'été. Tout l'été, je bouge pas. On peut rigoler. Parce que là, c'était assez sérieux quand même. Ouais, mais il faut aussi... Et on a découvert l'homme derrière l'artiste. Voilà. Il faut ce côté aussi sérieux pour comprendre qu'un artiste n'est pas seulement celui qui raconte des blagues. Un boulanger est un artiste, tout le monde. Mais il y a le sérieux, il y a le citoyen qui fait de la politique et il y a le comique qui est le baromètre de la société. Donc moi, souvent, les gens pensent qu'on est... Non, j'ai fait des études. J'ai pas triché en classe pour rien. Non, j'ai eu des diplômes quand même. J'ai eu des diplômes. Donc, il y a le sérieux et puis il y a truc pour comprendre que on peut être comédien, jouer des films dramatiques. On peut être humoriste pour jouer drôle. Mais on peut aussi, dans un débat, pouvoir défendre, dire des choses. Voilà. Mais quelquefois, malheureusement, si on n'a pas l'équilibre de tout ça, on te convoque. Quand tu es un modèle, il faut pouvoir être bon dans plusieurs domaines que d'être excellent dans un seul. Eh bien, écoutez, ça a été un plaisir en tout cas d'avoir cette émission et d'avoir ces enseignements avec vous. Philosophe Patson, peut-être un prochain spectacle ou même un livre. J'aimerais bien écrire un livre, mais bon, pour l'instant, on a encore le temps. Donc, je prends mon temps pour faire chaque chose. Il faut le prendre. Il y a un adage qui dit, en Europe, il y a la montre et en Afrique, on a le temps. Donc, oui, mais le problème, c'est que l'Afrique commence à avoir la montre. Oui, et donc ça change et paye le temps. Voilà, et l'Afrique paye le temps. Aïe, aïe, aïe. On a la montre et on paye le temps. Et on paye le temps à prix fort. Et alors, il faut se presser justement pour se cultiver, pour apprendre et pour avancer dans la vie à travers les épreuves, comme on l'a vu avec vous. Monsieur Patson, merci infiniment pour cette émission. Merci à vous, merci aux gens qui vont nous regarder. Évidemment. Et prenez le temps de faire les choses. Bien sûr, merci beaucoup. Chers auditeurs, spectateurs qui allez nous suivre pour cette émission, je remercie évidemment tous ceux qui permettent cette émission de se produire chaque semaine, maintenant chaque mois depuis près d'1 an. Merci Emmanuel, merci à Bilal à la production, à tous ceux qui sont derrière tout ça. Merci à Patson, évidemment, de s'être présenté aujourd'hui et d'avoir présenté l'homme derrière l'artiste. N'oubliez pas de le suivre sur tous ses réseaux, de le retrouver au Théâtre Le République, bien évidemment. Eh bien, il me reste à vous dire un très bel été à tous, passez d'excellentes vacances. Ça va être la coupure pour nous, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, évidemment en commentaire vos questions, vos remarques, quelles qu'elles soient. On va les suivre et les faire suivre aussi à nos invités et peut-être des questions à poser à Patson pour une prochaine émission, qui sait. Merci à tous. Des pouces sous la vidéo, suivez-nous sur TikTok, Instagram, évidemment YouTube, et il me reste à vous dire à très bientôt. Portez-vous bien.